fondamental. C'est pas la même chose quand sur une même question, il y a deux idées en conflit ou qu'il n'y en a qu'une. Et cette unicité est un point fondamental du triomphe subjectif du capitalisme. À l'intérieur de tout cela, que dire des États? Les États sont en définitive des gestionnaires locaux de cette affaire-là. C'est-à-dire ils sont une espèce de médiation instable d'ailleurs entre la logique générale que je viens de décrire et les situations particulières définies par pays, coalition, État, ça dépend des cas. Et il s'en faut de beaucoup que la norme de la puissance soit représentée par eux et eux seuls. Bien sûr, il existe encore des pôles étatiques constitués qui manifestent une certaine vigueur, les grands pôles de type États-Unis, Chine, etc. Mais même dans ces lieux-là, le processus général est celui que nous avons décrit. Ils ne sont pas porteurs d'autre chose. Comme je l'ai rappelé, les de grandes firmes ont la taille des États moyens, et il est très frappant que les banques elles-mêmes sont devenues des ensembles si considérables qu'on admet comme un axiome que leur chute est impossible. Too big to fail. Trop gros pour chuter. C'est ce qu'on dit maintenant couramment à propos des grandes banques américaines, ce qui signifie d'une certaine manière que la macroscopie économique l'emporte en vérité sur la capacité étatique. Et c'est ce que j'appelle l'affaiblissement des États. C'est-à-dire que non seulement les États sont largement devenus ce que Marx pensait déjà d'eux, à savoir des fondés de pouvoir du capital, mais je ne sais pas s'il a jamais imaginé d'avoir raison au point que la réalité d'aujourd'hui lui donne. Non seulement les États sont des fondés de pouvoir du développement du capital, mais d'une certaine manière, il y a une espèce de discordance entre l'échelle d'existence des grandes firmes et l'échelle d'existence des États qui, d'une certaine façon, fait que l'existence des grandes firmes est diagonale aux États. Elle ne se coïncide pas ni à eux, ni à leur coalition. Elle les traverse, en quelque sorte, comme un régime de la puissance qui, d'une certaine manière, est décollé, décorrélé des États, même s'ils continuent à s'en servir. Alors, ceci m'amène au troisième point, c'est-à-dire les nouvelles pratiques impériales. Alors, vous savez, l'impérialisme ancien, celui du XIXe siècle, était, lui, entièrement sous la coupe de l'idée nationale et de l'État-nation. Alors, ça a été, en fait, un partage du monde entre nations puissantes dans des réunions comme la réunion de Berlin en 1885, où, d'une certaine manière, on découpait l'Afrique comme un gâteau en disant ça c'est pour la France, ça c'est pour l'Angleterre, ça c'est pour l'Allemagne, etc. Et où on installait un pouvoir métropolitain de gestion directe des territoires, avec la complicité éventuelle de quelques notables locaux. Et puis, il y a eu les guerres mondiales, il y a eu les guerres de libération nationale, il y a eu l'existence du bloc socialiste soutenant les guerres de libération nationale. Bref, tout ceci a progressivement mis fin, au cours des années 40, 50 et suivantes, à ce régime d'administration directe, c'est-à-dire ce qui a été appelé le colonialisme au sens strict, c'est-à-dire l'installation d'un pouvoir métropolitain dans les régions dominées. Ceci étant, les tâches régaliennes de protection des firmes, de contrôle du circuit des matières premières, de contrôle des sources d'énergie, devait continuer à être assumé en partie par des moyens étatiques. Ne pouvait pas être assumé uniquement par les moyens des mercenaires des firmes. Il y a donc depuis des années, voire des décennies, en réalité une activité militaire incessante. Il faut rappeler que les interventions militaires en Afrique dans les dernières années, il y en a eu plus de 50. Plus de 50. On peut dire qu'il y a eu un état de mobilisation militaire quasi chronique de la France pour maintenir son précaré africain. Et il y a eu aussi
comme on sait, des grandes expéditions, des conflits gigantesques, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, et puis finalement la destruction de l'Irak, et puis ce qui se passe en ce moment. Donc, le point n'est pas la fin des interventions impériales, absolument pas. La question est d'une différence de modalité de l'intervention impériale. Que faire pour protéger tout cela, pour protéger, comme disent innocemment les journaux parlant de l'intervention française au Mali, je lisais, c'est une réussite parce qu'on y a protégé les intérêts de l'Occident. Ça, c'était dit comme ça. Donc au Mali, on protège les intérêts de l'Occident. On ne protège pas les Maliens, apparemment. Donc, il faut continuer tout cela. Donc il va y avoir une différence de modalité de l'impérialisme. Et ce que je pense, c'est que ce qui apparaît petit à petit, c'est l'idée que plutôt que de prendre en charge la tâche pénible de constituer des États sous tutelle de la métropole, ou encore plus des États directement métropolitains, une possibilité, c'est tout simplement de détruire les États. Et ça, c'est une possibilité du capitalisme mondialisé dans sa désétatisation progressive, qui est que, au fond, on peut créer dans une géographie de zones franches, anarchiques, où il n'y a plus d'État, où par conséquent on n'a plus à discuter avec ce monstre redoutable qui est toujours un État, même s'il est faible, etc. Le risque permanent que l'État vous préfère un autre client, etc. Mais où tout le monde va opérer dans des zones franches ouvertes, où, d'une certaine manière, il y a une sorte de demi-anarchie, des bandes armées contrôlées ou incontrôlables, mais où les affaires peuvent continuer. Et en vérité, il faut quand même bien se rendre compte que, contrairement à ce qui se dit, à ce qui se raconte, les firmes, leurs représentants, les agents généraux du capital partout, peuvent parfaitement négocier avec des bandes armées, à certains égards plus facilement même qu'avec des États constitués. Donc il n'est pas vrai que l'anarchie étatique et les cruautés inimaginables qui vont avec, etc., soient nécessairement en contradiction formelle avec la structure du monde telle qu'elle est aujourd'hui. Tout le monde avait pu constater que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on parle d'écraser Daesh, mais en réalité, jusqu'à présent, rien de réellement sérieux n'a été fait, excepté par les Kurdes, qui eux sont sur place et ont des intérêts propres dans la région. Tout le monde se dit, oh là là, envoyer 300 000 hommes là-bas, c'est pas... Peut-être qu'il vaut mieux continuer à limiter la chose, plus ou moins, et puis à la ramener à son régime de traitement des affaires. Après tout, Daesh, ils vendent du pétrole. C'est une entreprise commerciale compétente. Ils vendent du pétrole, ils vendent des œuvres d'art, ils vendent beaucoup de coton, d'une grande puissance productrice de coton, Daesh. Donc ils vendent beaucoup de choses à tout le monde. Parce que pour vendre quelque chose, il faut être deux. C'est pas Daesh qui achète son coton. Alors, tout cela pour dire que j'ai proposé le mot de zonage. J'ai proposé de dire que à l'impérialisme qui constituait des pseudo-pays découpés n'importe comment, mais qui avaient le statut de pays sous la tutelle de la métropole, on pouvait constituer, en Afrique, au Moyen-Orient, dans certaines zones d'Asie, on pouvait constituer des zones qui sont en réalité des zones de pillage non étatisées et dans lesquelles, sans doute, il faudra intervenir militairement de façon régulière, mais sans avoir en charge véritablement la gestion intégrale et lourde d'États coloniaux. Donc je pense que, pour récapituler tout cela, nous avons une structure du monde contemporain dominée par le triomphe du capitalisme mondialisé, nous avons un affaiblissement stratégique des États, voire même un processus en cours de dépérissement capitaliste des États, et troisièmement, nous avons de nouvelles pratiques impériales qui tolèrent et même encouragent dans certaines circonstances le dépeçage, voire l'anéantissement des États. On ne peut pas
ignorer cette hypothèse si on se demande, par exemple, quel était l'intérêt véritable de l'expédition en Libye. On a détruit un État complètement, on a créé une zone d'anarchie dont tout le monde se plaint ou feint de se plaindre, mais après tout, les Américains ont fait la même chose en Irak, et donc dans des zones considérables, la pratique a été de détruire les États pour ne mettre à leur place pratiquement presque rien. C'est-à-dire des accords fragiles entre minorités, religions. Là, on a remplacé les sunnites par des chiites, etc. Mais tout ça, ce sont des opérations non étatiques au sens sérieux du terme. C'est absolument évident. Alors, j'en viens maintenant aux effets sur la population, sur les populations de tout cela, de cet état du monde, et dans son déploiement, sans résistance, sans alternative véritable. Alors là, il faut quand même avoir la vision des effets sur les populations de tout cela, sans être trop obnubilé par notre situation strictement locale. D'abord, le développement inégalitaire est sans précédent. Alors, on sait, même la droite s'en inquiète quelquefois de ces inégalités si monstrueuses qu'on ne sait pas si on contrôle bien le système de ces effets. Il y a des chiffres fondamentaux qu'il faut connaître, qu'il faut que tout le monde connaisse, que tout le monde ait dans sa poche, des chiffres fondamentaux qui sous-tendent quand même ce qu'il faut bien appeler une logique de classe extrêmement stricte, extrêmement tranchée, et qui, d'une certaine façon, est telle qu'elle rend stupide ou impraticable la norme démocratique, même la plus formelle. À un certain degré d'inégalité, parler de démocratie et de norme démocratique n'a plus aucun sens. Alors, je les rappelle, ces chiffres. 1% de la population mondiale possède 46% des ressources disponibles. 1% pour 46%, presque la moitié. 10% de la population mondiale possède 86% des ressources disponibles. Et 50% de la population mondiale ne possède rien. Donc, la description objective en termes de population, en termes de masse de cette affaire, elle signifie que nous avons une oligarchie planétaire qui représente à peu près 10% de la population. Oligarchie qui détient, je répète, 86% des ressources disponibles. 10% de la population, ça correspond à peu près à ce qu'était la noblesse dans l'Ancien Régime. Voilà, c'est à peu près ça, c'est à peu près du même ordre. Donc, notre monde est un monde qui, à sa manière, restitue, reconfigure une situation oligarchique qu'il a traversée et connue il y a longtemps, et à laquelle, sous d'autres formes et sous d'autres aspects, il revient. Alors nous avons une oligarchie de 10%, et puis nous avons une masse démunie d'à peu près la moitié de la population mondiale, et ça fait 60%. Le haut, 10%, l'oligarchie, le bas, la masse démunie, défaite, les masses africaines, asiatiques dans leur écrasante majorité, la moitié. Et il reste donc 40%. Ce 40%, c'est la classe moyenne. Voilà. La classe moyenne qui se partage péniblement 14% des ressources mondiales. Donc là, on a une vision structurée assez significative. On a une masse de démunis qui fait la moitié de la population mondiale, une oligarchie nobiliaire, si je puis dire, du point de vue de son nombre, et puis on a la classe moyenne, pilier de la démocratie, qui a 40% de la population, se partage 14% des ressources mondiales. Alors, cette classe moyenne, elle est largement concentrée dans les pays dits avancés. C'est une classe largement occidentale. Et elle est le support de masse fondamental des institutions locales du pouvoir démocratique, du pouvoir parlementarisé. Je pense qu'on peut avancer, sans vouloir insulter son existence
puisque nous en participons tous ici, plus ou moins, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas une raison pour ne pas être lucide la concernant. On peut dire qu'un but très important de ce groupe, qui quand même n'a accès qu'à une assez faible partie des ressources mondiales, un petit 14%, hein, c'est de ne pas être renvoyé, identifié à l'énorme masse des démunis. Ça se comprend bien. Ceux qui n'ont rien. Voilà pourquoi, malgré tout, cette classe, prise dans son ensemble, est poreuse au racisme, à la xénophobie, au mépris. Ce sont des déterminants subjectifs menaçants constamment de cette masse moyenne, qui définit en un certain sens l'Occident, au sens large, ou la représentation qu'il a de lui-même, et qui alimente un sentiment de supériorité. On sait bien que la classe moyenne occidentale est le vecteur de la conviction qu'en définitive, l'Occident, c'est le lieu des civilisés. Et quand on lit qu'il faut faire la guerre aux barbares, c'est évidemment au nom de ces civilisés qu'on parle, en tant que les barbares sont issus, sortent de l'énorme masse de ceux qui sont laissés pour compte. Alors ça, c'est le premier point que je voulais indiquer, et qui est que dans cette vision du monde, on voit bien la position très singulière de la classe moyenne, notamment européenne. Elle est une plaque sensible de la différence, somme toute constamment menacée, en réalité, entre elle-même, la classe moyenne, et l'énorme masse un peu distante, un peu lointaine, mais représentée aussi dans nos pays, hein, qui a aussi ses représentants dans nos pays, de ceux qui n'ont pas grand-chose ou rien. Et c'est à elle qu'on tient le discours de la défense des valeurs. Défendons nos valeurs. En réalité, défendre nos valeurs, ça veut dire défendre le mode de vie occidental de la classe moyenne. C'est ça. C'est le mode de vie des 40%. Ce mode de vie dont Pascal Bruckner dit qu'il n'est pas négociable. Le mode de vie occidental n'est pas négociable. Il a eu cette phrase péremptoire. Voilà. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles l'affaire dont nous parlons, là, est significative et traumatisante, parce que d'une certaine manière, elle frappe en effet en Europe, qui à certains égards est le ventre mou, pour l'instant, du capitalisme mondialisé, elle frappe en réalité au cœur de la masse moyenne, de la classe moyenne, qui elle-même se représente comme un îlot de civilisation dans un monde qu'il s'agisse en réalité de l'oligarchie si peu nombreuse qu'on la voit à peine, ou qu'il s'agisse de l'énorme masse des démunis, l'entoure, l'encadre et la serre de près, hein, cette classe moyenne. Et c'est pour ça que c'est vécu, disons, comme une crise de civilisation, c'est-à-dire comme un attentat porté à quelque chose qui, malgré tout, déjà dans son existence historique, naturelle, est menacé par les développements en cours, et auquel, cependant, on se cramponne. On se cramponne. Ça, c'est le premier des effets sur la population. Par ailleurs, il y a quelque chose qui est très important aussi, pour comprendre ce qui se passe, c'est qu'il y a dans le monde aujourd'hui un peu plus de 2 milliards de personnes dont on peut dire qu'elles sont comptées pour rien. Là, c'est même pas simplement qu'ils sont dans le registre des démunis, mais c'est-à-dire comptés pour rien par le capital. C'est-à-dire qu'aux yeux du développement structurel du monde, ne sont rien, ne devraient pas être là même. Ça serait mieux. Mais ils y sont quand même. Alors, ils sont comptés pour rien, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ils ne sont ni consommateurs, ni force de travail. Parce qu'il n'y a que 2 manières d'exister pour le capital, si vous n'appartenez pas à l'oligarchie. Vous devez être un salarié, d'un côté, et puis ensuite vous devez dépenser votre argent en consommant les produits qui sont fabriqués par le même capital. Donc votre identité, aux yeux du mouvement dominant du monde d'aujourd'hui, c'est la double identité de salarié et de consommateur. Et il y a 2 milliards de gens qui n'ont accès ni à l'un ni à l'autre. Ils n'ont pas accès au travail, et par la voie de conséquence, ils n'ont pas accès au marché non plus. Donc ceux-là, ils sont
ils sont comme s'ils n'existaient pas. Du point de vue de la logique générale du monde, ils sont comme s'ils n'existaient pas. Et on commence à entendre une propagande sur le caractère extrêmement dangereux d'une invasion par ces gens qui n'existent pas ou qui devraient ne pas exister. La logique qui entoure la question des mouvements migratoires, la question de la natalité en Afrique, etc., elle concerne directement ce point, c'est-à-dire va-t-il y avoir une augmentation, une aggravation, un poids supplémentaire de ces gens qui sont déjà probablement plus de 2 milliards, ce qui n'est quand même pas rien dans le monde, et que pourtant l'histoire du monde dans son développement actuel aurait tendance à tenir pour ne pas exister, pour ne pas avoir à exister, puisqu'ils ne sont ni en état d'être une force de travail, ni en état d'être consommateurs. Alors, en réalité, il faut être marxiste, là. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a des gens qui... Parce que le capital, dans son être propre, ne valorise la force de travail qu'à raison du fait qu'il peut en tirer des profits. Donc il n'est jamais certain qu'il puisse valoriser toute la force de travail disponible. Il y a eu déjà d'autres périodes de chômage de masse, dans les années 30. Et aujourd'hui, il semble que ce soit plus structurel que ça. C'est peut-être une impossibilité intrinsèque pour le capitalisme mondialisé d'être hors d'état de valoriser, sous la forme des profits qu'il en tire, la force de travail disponible. Et peut-être que ça s'aggravera encore. Peut-être que le système des profits, qui sont la dynamique même du capital, rencontre une barrière créée par sa propre extension, de sorte qu'il aurait le devoir, la nécessité de valoriser une force de travail, ce qu'il ne peut pas faire. Et il ne le peut pas pourquoi? Parce qu'il ne peut pas baisser la durée du travail. Et pourquoi il ne peut pas baisser la durée du travail? Parce que s'il la baisse, pour des raisons concurrentielles et des raisons de mécanisme de production du profit, il n'en tirera plus de profit. On peut considérer que probablement, aujourd'hui, pour avoir une valorisation raisonnable de la force de travail, il faut que le travail continue à durer aux alentours de 40 heures. Alors qu'il y a 2 milliards de gens qui n'ont pas de travail. Et probablement un peu plus. Donc, on pourrait calculer en sens inverse. On pourrait dire, compte tenu de la situation, un gouvernement mondial raisonnable et soucieux du bien public, n'est-ce pas, considérerait qu'il faut décider, comme imaginait Marx que ça se ferait, que le temps de travail doit être ramené à 20 heures, peut-être à moins. Et évidemment, nous aurions une rapide résorption de cette masse énorme de gens qui ne peuvent pas accéder au travail. Marx avait étudié la question, il avait déjà conçu qu'un combat fondamental était le combat sur la durée, la durée du travail, c'était un point central de ses propositions, parce qu'il voyait bien que pour arracher le travail à la domination du capital, il fallait pousser la chose, la diminution de la journée de travail jusqu'au moment où le capital ne la tolérerait plus. Mais en vérité, comme c'est lui qui a vaincu, non seulement il ne la tolère plus, mais ceux qui ne peuvent pas rentrer dans ce cadre-là, ils ne sont rien du tout. Ils sont, Donc, il y a une énorme masse de gens dans notre monde qui sont comptés pour rien. C'est un point qui est absolument nécessaire de prendre en compte si on veut comprendre ce qui se passe. Et, dernier point, la géographie de tout cela, c'est-à-dire la répartition géographique de ces forces disponibles, comptées pour rien, etc., est évidemment liée au zonage. Dans les zones où la situation est anarchique, où l'État est absent, où circulent des bandes armées, finalement, on se résigne à ce que les populations qui sont là, eh bien, ne soient, au sens strict, sans aucune défense instituée. Pourquoi les défendrait-on, puisqu'elles ne sont ni consommatrices, ni forces de travail? Donc elles peuvent errer au milieu des bandes armées et vivre comme elles peuvent. En définitive, c'est leur faute, quoi. Elles sont rebelles aux lois du monde.
Ils sont rebelles aux lois du monde, puisque ils ne peuvent pas les nourrir, les accepter par leur travail. Ceci explique que des zones entières puissent être livrées à un gangstérisme politique de type fasciste. Ce qui ne serait pas le cas, qui ne pourrait pas être le cas, s'il n'y avait pas des milliards de gens qui sont comptés pour rien. Si tout le monde était, en fait, intégré dans les figures de la socialité ordinaire, de la socialité commune, ça serait impossible. Mais la combinaison du zonage, c'est-à-dire la destruction des États, et du phénomène de l'existence par millions ou milliards de gens qui sont comptés pour rien, conduit à l'existence dans des zones considérables de ce qu'on peut appeler une domination de type gangster. C'est-à-dire des espèces de firmes commerciales terroristes qui occupent des lieux inoccupés et vacants, si je puis dire, et créent là des figures fascisantes. Coloration religieuse, je reviendrai sur la coloration religieuse. Ben, entre nous, je dis tout de suite, la religion a toujours pu être un prétexte manipulé par les bandes fascistes. Prenez simplement le fascisme espagnol. Le fascisme espagnol se réclamait entièrement de la religion catholique. Les bandes armées de Franco étaient bénies par les évêques, etc., etc. Et on parlait de la grande Espagne catholique qu'on allait substituer à l'Espagne républicaine. Donc il ne faut pas prendre ça trop au sérieux et faire porter le chapeau à l'islam, franchement. D'abord, et j'y reviendrai tout à l'heure, d'abord la nature des bandes en question est d'occuper un terrain capitaliste dévasté pour y installer un gangstérisme rentable qui ensuite pourra prendre les couleurs spirituelles les plus variées. Et les religions ont toujours pu se combiner avec les pratiques mafieuses. Les mafias elles-mêmes étaient souvent d'un catholicisme très respectueux. Alors, dans cet élément-là, je voudrais en venir aux subjectivités typiques qui sont, sur cet horizon-là, qui sont créées. Qu'est-ce qui apparaît comme figure subjective? Alors, j'en distinguerai trois. Alors, par subjectivité typique, je vous indique, je considère des choses qui sont des productions effectives de ce monde-là dont je parle. Ce n'est pas toutes les subjectivités possibles, c'est celles que je considère comme étant induites ou produites par l'analyse mondaine. Alors, je pense qu'il y a la subjectivité occidentale, appelons-la comme ça, la subjectivité du désir d'Occident, qui n'est pas la même, la subjectivité occidentale, la subjectivité du désir d'Occident, et la subjectivité que j'appellerais nihiliste. Donc je pense que ces trois subjectivités, la subjectivité occidentale, la subjectivité du désir d'Occident et la subjectivité nihiliste sont des créations typiques de l'état contemporain du monde. Alors d'abord, la subjectivité occidentale. Alors, la subjectivité occidentale, c'est au fond la subjectivité de ceux qui se partagent les 14% laissés par l'oligarchie dominante. C'est-à-dire, c'est la subjectivité de la classe moyenne. Elle est d'ailleurs largement concentrée dans les pays les plus développés, c'est absolument normal. C'est là que les miettes peuvent être distribuées. Alors, cette subjectivité occidentale, elle est, à mon avis, travaillée par une contradiction, telle qu'on la voit fonctionner. Dans un premier élément, c'est un très grand contentement de soi-même. Les Occidentaux sont très contents d'eux-mêmes. Il y a une arrogance historique là derrière, évidemment. Il n'y a pas si longtemps, après tout, que ce qu'on appelle l'Occident, mais on peut y inclure une bonne partie du Japon, etc. C'est le nom courant, les Occidentaux, l'Occident, d'ailleurs les civilisés. Et il y a une arrogance historique d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas si longtemps qu'en effet, ils étaient détenteurs du monde. À l'époque où, rien qu'à additionner les Anglais et les Français, on avait presque la cartographie du monde entier, n'est pas si éloigné que ça. Une arrogance historique et un contentement de soi. Alors ça, c'est un versant de la chose. Mais l'autre versant, c'est une peur constante. C'est-à-dire, on est très content de soi, mais
la menace est là. La menace est là. C'est-à-dire la peur constante de quoi? Moi, je dirais, avec un matérialisme évidemment un peu brutal, la peur brutale de se voir balancer des 40% qu'on partage, des 14% qu'on partage du côté des 50% où il n'y a rien. Et alors, c'est ça qui définit l'art des gouvernements démocratiques. Aujourd'hui. L'art des gouvernements démocratiques, aujourd'hui, quelle que soit leur couleur, c'est de diriger cette peur qui anime leur base, la classe moyenne, non pas contre eux, les gouvernements, mais contre les représentants internes de la masse démunie. Ça, c'est une opération majeure. Ce qui est le linéament de l'organisation d'une sorte de guerre civile rampante, quand même. Évidemment, une guerre civile rampante, dans laquelle, au nom des intérêts civilisationnels de la classe moyenne, on désignerait quand même les représentants internes de la masse des démunis chez nous, il y en a tout de même quelques millions, comme les responsables de la situation périlleuse dans laquelle se trouve la classe moyenne. Voilà, alors ça c'est pour l'idéologie, c'est pour ce que j'appelle la subjectivité occidentale typique, tiraillée entre contentement de soi et peur constante, et objet des manipulations politiques, toujours tenter ces manipulations politiques pour esquiver leurs propres responsabilités dans tout ça, de désigner les représentants de la masse démunie, c'est-à-dire la moitié de l'humanité, dans un certain sens, comme ceux dont il faut se méfier. Alors, ça, c'est sur la subjectivité de ceux qui, en un certain sens, représentent le corps même de l'Occident. Maintenant, il faut voir ceux qui ne sont ni de l'oligarchie, ni de la classe moyenne, c'est-à-dire qui ne sont ni consommateurs ni salariés, qui sont situés hors du marché mondial, souvent, il faut comprendre qu'ils sont constamment exposés au spectacle de l'aisance et de l'arrogance des autres. C'est un effet des médias, ça. Des médias universels. Les médias universels, ça accompagne l'expansion mondiale du capitalisme. C'est deux phénomènes absolument liés. Et d'ailleurs, ils sont concentrés dans des firmes multinationales gigantesques comme Apple, Google, etc. Et alors, non seulement le mode de vie occidental n'est pas négociable, mais il se montre à tout le monde comme tel. Donc il est exposé dans les médias, dans les films, par Internet, tant qu'on veut. Et donc, ils ont le spectacle constant de l'aisance et de l'arrogance des autres. Et cela en l'absence, que je finirai par dire, je l'espère provisoire, en l'absence d'une issue idéologique et politique d'ensemble. Donc, ils voient ce spectacle, ils voient qu'il y a un noyau d'aisance, d'arrogance, de prétention à la civilisation, à la modernité, qui est établi, ça leur est communiqué constamment, et ils n'ont contre cela aucune ressource particulière dans l'état actuel des choses. Alors le résultat, c'est une frustration amère, très répandue. C'est un mélange classique d'envie et de révolte. D'où les deux autres subjectivités typiques. La première, c'est ce que j'appellerais le désir d'Occident. C'est d'ailleurs la conclusion banale qui est de désirer ce qui leur est représenté, présenté, et par conséquent, c'est d'essayer d'adopter un comportement et une consommation de classe moyenne sans en avoir les moyens. Sans en avoir les moyens. Alors, ça donne aussi, évidemment, le flot migratoire. Une partie du flot migratoire est animée par le désir d'Occident. Le désir d'Occident, ça peut être aussi tout simplement le désir d'y aller en Occident, puisque c'est si bien. Tout le monde y est content, c'est une aisance magnifique. Allons-y. Nous, on ne voit rien de tel chez nous, allons-y. Ça, c'est normal. Ça, c'est le désir d'Occident. Mais c'est aussi des aliénations locales, c'est-à-dire des tendances à copier avec des moyens misérables, à copier les configurations et les modes de vie occidentaux. Alors on pourrait parler très longtemps de ce thème du désir d'Occident qui est fondamental aujourd'hui dans le monde, qui a des effets considérables.
Alors ça, c'est la première figure. Mais la deuxième figure, c'est un désir de revanche et de destruction, qui évidemment est en couplage avec le désir d'imitation et de départ. Alors, désir de revanche et de destruction, souvent exprimé dans des mythologies réactives, dans des traditionnalismes vantés, comme devant être défendus à tout prix contre ce mode de vie occidental, contre le désir d'Occident. En fait, c'est en définitive le nihilisme de celui dont la vie est comptée pour rien. Et évidemment, ce nihilisme de celui dont la vie est comptée pour rien se constitue aussi contre le désir d'Occident. Parce que le désir d'Occident est son fantôme caché. C'est-à-dire que s'il ne donnait pas cours à son nihilisme agressif, il sait très bien qu'en réalité, il est déjà habité aussi par le désir d'Occident.